Alors je pense qu'il est temps, je pense même qu'il est largement temps qu'on ouvre notre agenda, qu'on trouve une date qui convient à tout le monde, qu'on se rassemble et qu'on puisse discuter de cette culture du surpartage. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Donc ce matin, franchement, ce sujet-là n'était absolument pas prévu. Quand j'ai un truc à dire, je viens directement ici vous dire le fond de ma pensée. Et apparemment ça a l'air de plaire, donc tant mieux. Alors, je ne vous apprends rien, vous-même vous savez, quand il s'agit des réseaux sociaux, le mot-clé qui ressort, c'est vraiment le partage. Peu importe ce que vous voulez partager, et c'est ça d'ailleurs le problème. Il y a des gens qui viennent ici partager leur lifestyle, il y a des gens qui viennent partager leur opinion, comme moi, il y a des gens qui viennent partager, je sais pas moi, des astuces beauté. Donc voilà, même si vous tombez sur l'une ou l'autre chaîne qui est d'après vous, glauque, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où la personne, elle allume sa caméra et qu'elle appuie sur play et qu'ensuite elle diffuse cette vidéo, elle essaye de partager quelque chose. Il y a des gens même qui partagent des vidéos d'eux en train de dormir. Ouais, et ils sont payés pour. Alors je pense que mon point de vue serait assez intéressant dans le sens où j'ai commencé à une ère où il n'y avait pas encore l'engouement des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont commencé même il y a 14-15 ans, tu vois. Et moi je fais partie des gens qui ont commencé genre il y a 9-10 ans. Donc j'ai quand même vu les choses un petit peu évoluer, les choses changer. Donc je vais parler uniquement de YouTube parce que Instagram à ce moment-là c'était vraiment tout ce qui est partage d'images sans pour autant faire rentrer trop de personnalité là-dedans. C'était plus des images. Du coup, comment est-ce que ça a réellement commencé d'après moi, donc cette histoire de surpartager. J'ai l'impression qu'à l'époque, YouTube c'était vraiment considéré comme une sorte de cocon comme ça. Les gens créaient leur propre cocon, ils créaient leur propre espace, leur propre univers. Et donc si tu adhérais à ça, tu t'abonnais tout simplement et tu suivais réellement la personne quotidiennement, comme si tu faisais partie d'un groupe. Donc voilà, il y avait un petit peu de tout comme univers, mais il n'y en avait pas énormément non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas énormément de monde sur la plateforme. Donc tu avais des gens qui aimaient bien le maquillage, mais dans le maquillage, tu avais encore des segmentations, par exemple maquillage pour peau noire, maquillage hyper, comment on peut appeler ça? Folklorique, gothique ou coiffure gothique. C'était des gens qui étaient réellement passionnés, qui étaient peut-être, qui avaient peut-être ça comme vocation, qui avaient peut-être ça comme métier même. Donc la plateforme avait un côté très échange, on se partage, on discute réellement ensemble. C'était pas je réponds vite à ton commentaire et je passe à autre chose, c'était vraiment un peu plus intime, je dirais. Bien sûr, la technologie était moindre à l'époque. Pour pouvoir faire ces montages, par exemple, t'avais iMovie peut-être, Windows Movie Maker, un truc du genre. Et Final Cut Pro, c'était vraiment pour les avancées, quoi. À l'époque, c'était très, très sécurisé et il y en avait que quelques-uns qui arrivaient à mettre la main là-dessus. Du coup, t'avais pas des montages de ouf, des montages qu'on retrouve aujourd'hui. C'était pas des grosses prods et tout ça. Non, c'était toi, dans ta chambre. Aucun background ni quoi que ce soit. Ça ne dérangeait absolument pas du tout. Et donc par moment, ce qu'on voyait, c'est par exemple une personne extérieure qui venait se rajouter à la vidéo. Donc que ce soit, je sais pas moi, le mari ou le copain ou peu importe qui passe derrière ou qui adresse la parole à la personne qui filmait, vous aviez chaque fois des commentaires qui s'intéressaient un petit peu plus à la personne. Ça posait beaucoup de questions et ça likait quand cette personne-là intervenait peut-être dans les vidéos. Et est-ce qu'on peut le voir un petit peu plus? Ah, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Et c'est là que venaient ces fameuses vidéos de boyfriend, girlfriend, en gros story time de comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Et donc ça interpellait les gens et puis le nombre de vues augmentait. Et puis je pense que tout le monde a compris que si on fait intervenir sa vie privée là-dedans, peut-être que ça peut rapporter un petit peu plus de vues. Les gens ont compris que la formule, c'était d'en dire ou d'en montrer un petit peu plus que le cadre qu'on avait construit. Donc les gens ont commencé à tous ramener un petit peu de leurs proches, un petit peu de leurs copains, de leurs maris, de leurs copines et machin, parler de leur rupture aussi. Les gens savaient littéralement que cette personne-là n'est plus avec cette personne-là pour telle raison, mais ça restait quand même un minimum bienveillant. Les gens étaient littéralement en reconstruction quand il y avait une rupture. Alors, on avance un petit peu plus. Ce qui se passe là maintenant, c'est que les gens ont compris qu'il faut absolument partager le plus de choses possible. Tout ce que tu peux montrer, tu montres. Et donc ceux qui restaient un petit peu plus à la traîne, dont moi, je me mets dedans. J'estime que ça m'a beaucoup pénalisé le fait que je gardais quand même ce côté très privé et qui ne voulait pas montrer parce que ouais, en vérité, ça fait des années que je suis là mais vous n'avez jamais forcément vu de home tour.
n'avez jamais forcément vu ce à quoi ressemblait ma famille. Je pense que la seule personne que j'ai ramenée, c'est ma grande sœur. Et encore, tu vois, c'était pour une vidéo, voire une ou deux maxi. Moi, j'étais encore dans mon monde, dans mon cocon, et beaucoup de personnes étaient encore dans leur cocon à base de non, en fait, on va pas aller jusqu'à là. Enfin, ça reste Internet, tu vois. Et on comprenait ce sens de réalité virtuelle. Donc des pubs ont commencé à être intercalées dans les vidéos, puis bien sûr les partenariats de blogueuses et tout ça, et c'était très sélectif, il n'y en avait pas beaucoup. Ils se rendaient compte à quel point voilà, il y avait des gens qui s'y connaissaient, qui étaient passionnés, etc. par les produits. Tu avais des giftings, ensuite ça allait beaucoup plus loin parce que l'audience commençait à grandir. Et donc finalement, ce qui était censé être une sorte de coin safe, très intime, très personnel, très fermé sans pour autant être fermé, tout ça s'est tout simplement professionnalisé. Donc là, on a vu carrément la blogueuse devenir une blogueuse professionnelle qui tout simplement on a fait son métier. Et donc c'est là qu'est rentrée l'importance d'avoir un contenu de réelle qualité. Il y avait bien évidemment ce look très blanc amené par Charlie Bienya, un truc d'Ikea, etc. Enfin c'était très clean. Bien sûr à cette époque-là il y avait aussi tout ce qui est Enjoy Phoenix, Ananas. Attends, je peux pas oublier la principale. Personne ne peut me dire qu'il n'a rien appris sur la chaîne de Beauty by Gigi, ok? Oh, ça me lance vraiment dans une nostalgie, mais laissez tomber. Donc du coup c'était plus les personnes comme ça qu'on regardait, et puis les personnes qui montraient chaque fois de nouveaux produits. Bien évidemment parce que voilà, elles avaient toutes sortes de collabs et blogueuses commençaient à faire quelques couvertures ou lancer leurs produits, etc. Et on voulait voir comment tout ça se passait. Ensuite est apparu un autre type de blogging, un autre type de vidéo, les vlogs. Le V de vidéo et log de blog. Et donc c'était des vidéos qui montraient tout simplement les journées des gens en dehors de leur chambre, en dehors de leur cadre de travail. On les suivait dans leur journée de shopping. Bon, ça je parle d'une seule sphère, mais il y en avait d'autres, des sphères. Mais c'est aussi parce que voilà, j'ai eu plus d'affinité avec ce milieu-là. Et j'ai même oublié de parler de ça parce que ça aussi c'est important, mais c'est aussi à cette même époque qu'est venue cette notion de collaboration. Voilà, on collaborait ensemble, on faisait désolée madame, je parle du nez parce que mon nez est bouché, je suis désolée, c'est à cause de mon allergie. Les collaborations à l'époque, ça fonctionnait très très bien. C'est clairement une sorte d'échange d'audience qui se passe. Vous aviez les abonnés carrément qui se multipliaient par après. Enfin, c'était vraiment une vraie stratégie. Donc c'est là, bien évidemment, que sont apparus les scandales. Et donc, bien évidemment, bon bad buzz, tu partages. Couple, famille, enfant, tu partages. Vie privée, tu partages. Plus tu partageais, plus tu montais dans le game. L'époque des pranks, les pranks, comme on dit chez vous les Français là-bas, parce que vous voulez faire aucun effort en anglais. Les pranks, oh mon Dieu, ça c'était vraiment une ère. C'était vraiment une ère. Et il me semble que ça avait été lancé sur YouTube par un couple comme ça qui ont tout simplement reproduit ce qu'ils voyaient à la télé. Parce qu'il me semble qu'il y avait une émission comme ça qui passait sur MTV. Tout le monde les suivait. L'audience était grandissante. En fait, c'était un autre monde. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voit quelque chose qui fonctionne, on veut reproduire. C'est-à-dire qu'on regarde, puis tu vois une personne qui reproduit, tu dis mais elle aussi ça a fonctionné pour elle. Tu vois une autre personne qui reproduit, elle aussi, et au final tout le monde saute dedans. Et je dirais même qu'aujourd'hui, si beaucoup en sont là où ils en sont, c'est qu'ils ont pu sauter dans tout ce qui est pranks et tout ce qui est challenge et tout ça. C'est vraiment ça qui les a popularisés, cette époque-là. Si tu arrives à faire intervenir ton couple quelque part, à faire des pranks avec la personne, à faire des challenges avec la personne, c'est tout ce que les gens voulaient voir. Donc les youtubeurs comprenaient ça, c'était à la chaîne que les gens produisaient. C'était tous les jours. Si tu arrivais à être fréquent comme ça, tu étais au-dessus de l'algorithme. Donc, il y en a eu tout plein. Bien sûr, c'était d'abord aux États-Unis. Et si ça fonctionne aux États-Unis, ça débarque en France. Et donc, l'ère des pranks, c'était vraiment terrible. Alors moi j'ai bien aimé regarder ça, je ne peux même pas mentir, mais ça a été de courte durée. Ce qui s'est passé, c'est que les pranks ont commencé à être trafiqués. Il y avait des trucs qui étaient scénarisés, parce qu'il y avait aussi les enquêteurs du net qui arrivaient à tomber sur toutes sortes de détails qui montraient qu'en fait, ouais, ça a été scénarisé, quoi. Pourquoi ça a commencé à être scénarisé? Tout simplement parce que à force de pranker ton partenaire, au final, s'il se passe quelque chose, il va savoir que tu le pranks, tu vois. Donc voilà, maintenant qu'on est là-dedans à deux, tu sais que je vais te pranker et moi je sais que tu vas me pranker, que faisons-nous? Construisons ensemble les meilleurs scénarios pour pouvoir montrer ça à notre audience. Comme je vous l'ai dit avant, c'était un cocon, on partageait et on donnait de soi. Mais voilà, est venu ce côté très je fabrique ma réalité et donc je ferme la porte et on ouvre une nouvelle porte, une nouvelle ère.
Oui, les gens, après cette vague de fake, voulaient des gens un peu plus authentiques. Donc, tu avais des gens qui osaient montrer leur cellulite, tu avais des gens qui osaient montrer leur acné. Beaucoup de nouvelles mamans commençaient à montrer leur corps d'après la grossesse. Et franchement, c'était très rafraîchissant de voir des gens aussi authentiques, de devoir s'aimer comme ça. Ou alors des gens aussi qui sont tout simplement complexés, mais qui osent en parler. Et beaucoup de personnes arrivaient à s'identifier à ces personnes. Mais encore une fois, vraiment, on jongle chaque fois entre le fake et le réel, le fake et le réel. T'as eu des nouveaux termes tels que sad fishing, donc les gens qui n'arrêtent juste pas de pleurer en caméra pour tout et n'importe quoi, pour justement avoir de l'empathie, pour se créer leur audience, pour qu'on leur achète telle ou telle chose en créant une cagnotte. L'une des seules qui a commencé à se confier et à s'ouvrir, et c'est ce qui a d'ailleurs, on va dire, été les prémices de son empire, c'était littéralement Enjoy Phoenix. Au départ, les gens ne le voyaient pas comme ça, mais au fur et à mesure du temps, t'avais tout ce qui est analyse, comment ça se fait qu'aujourd'hui elle en est là, etc., etc. Donc ceux qui ne connaissent pas Enjoy Phoenix, c'est tout simplement une blogueuse, vraiment l'une des pionnières qui s'est beaucoup fait harceler à l'école. Et donc du coup, elle a pu ouvrir une conversation concernant les harcèlements scolaires et tout ça. Et les gens ont vu ce côté très humain, ils ont pu s'identifier pour certains. Et donc est née tout simplement une empathie de tout ça. Mais au-delà de l'empathie, bien sûr, elle correspondait aux critères. Blonde, yeux bleus, donc elle avait vraiment tout pour percer. Donc les gens, j'ai envie de dire, ils ont littéralement pris l'algorithme de sa vie et ils en ont fait une stratégie aussi. Les gens ont commencé à trop se sentir légitimes de devoir rentrer dans leur vie. Ok, je vous ai montré ma maison, je vous ai montré trucs, mais j'ai pas forcément envie de vous montrer ce qui se passe dans ma relation, tu vois. Et les gens ne comprenaient pas. Tu nous montres carrément où tu dors, tu nous montres carrément où tu ranges tes slips et je ne sais quoi, mais tu veux pas qu'on rentre dans ta relation. Absolument pas. On va aller creuser et chercher des trucs sur ton gars, on va aller creuser vraiment. Terrible. Là, c'est carrément devenu du voyeurisme et je dirais qu'aujourd'hui, l'une qui en a bien bavé de tout ça, c'est littéralement Poupette. Poupette, elle a mangé, elle a chiqué l'argent parce qu'elle a compris ce sens de mauvais buzz, bon buzz. On s'en fout. Créons du contenu. Je montrerai absolument tout. Même quand j'irai aux toilettes, même quand je montrerai tout. Et justement, c'est ça qui lui a donné énormément de visibilité. Il y a vraiment des personnes qui ont aimé et apprécié Poupette pour cette raison-là, pour le fait qu'elle soit assez ouverte, etc. Et elle en jouait, elle en montrait encore plus, littéralement toute sa vie. Et puis bien évidemment, quand vous ouvrez votre vie comme ça, on va littéralement vous juger pour tout et n'importe quoi. Mais en quelque sorte, c'était dans votre stratégie. Ça fait ni chaud ni froid aux blogueurs, moi je vous le dis. Et voilà, ça va te permettre de payer ton loyer. Donc peut-être une petite minorité, ça peut les toucher. Mais aujourd'hui, les gens s'en contrefichent du moment que ça paye leur loyer et leurs courses et leur vie remplie de paillettes, qui ne sont d'ailleurs pas réellement des paillettes. Mais bon, ça c'est une autre vidéo. Moi personnellement, peut-être je la connaissais pas. C'est qui m'en a parlé ? Mais c'est vous, je pense, même ma petite sœur ou quoi, qui m'a dit « Ah, tu connais cette personne, elle montre absolument tout. Genre, elle partage tout, Gloria. » Je me dis « Mais or, oui, j'ai compris, les blogueurs, ça partage tout. » Elle me dit « Mais non !» Donc, j'ai dû aller voir pour voir un petit peu le délire à la poupette Kenza, là. Et j'ai compris et je me suis dit, en vérité, elle, si ça, là, ça ne la tue pas, je ne sais pas. Je savais déjà la finalité du truc. Vous imaginez une personne qui monte toute sa vie, les problèmes aussi qui doivent suivre, dinguerie aussi. Parce que les gens commencent à vous construire littéralement une vie dans leur tête. Mais littéralement, avec le peu que vous avez montré. Ils vous ont construit toute une vie. Ah, elle doit. Et donc, c'est là que je dis que surpartager, en fait, ça peut vraiment se retourner contre vous. Parce que là, vous donnez une certaine légitimité, en fait, aux gens de devoir dire ce qu'ils veulent, en fait, sur votre vie. C'est comme si, en fait, vous deviez leur rendre des comptes et tout ça. Je comprends le fait que, voilà, il y en a qui ont monétisé le fait de devoir montrer leur vie comme ça, leur couple et tout ça. Et que, ouais, quand il y a une rupture, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. D'un autre côté, je me dis, ah, t'imagines, genre tu te sens obligé de devoir expliquer ce qui s'est passé dans ton couple parce que t'as décidé de montrer cette chose-là. Ah, c'est toi, hein, tu vois, fallait réfléchir avant. Si tu veux la gloire, ben voilà ta gloire en fait. Et pour les gens qui se disent, ok, moi je m'en fous, je veux quand même les billets, allez-y. Allez voir maintenant Poupette. Franchement, si aujourd'hui on nous dit vraiment qu'elle n'est pas dérangée, cette fille-là, c'est que vraiment, ça aurait été Dieu. Parce que c'est impossible d'avoir la paix dans ton foyer, d'avoir la paix dans ton cœur
quand tu laisses beaucoup trop de gens rentrer. Donc on n'ouvre pas les portes de son foyer comme ça. Pensez que oui, vous allez avoir une certaine empathie des gens et tout ça, mais demain, c'est cette même histoire qu'on va utiliser contre vous. Demain, les mêmes choses que vous avez montrées, que vous pensez que voilà, les gens ils sont là genre ah et tout, le sourire aux lèvres et tout, les choses que vous avez construites et tout ça, c'est ces mêmes gens-là qui vont retourner tout ça contre vous. Ah mais comment elle a fait pour avoir ça? Ah finalement, ça devait être l'argent de ça. Ah et genre, vous n'avez pas peur de Dieu. Le truc aussi que j'ai compris, c'est que au final, même les gens qui parlent, les gens qui insultent et tout ça, c'est pour le divertissement. Et c'est pour ça que c'est hyper important, même dans sa tête, de devoir séparer le virtuel de la réalité. Qui vous êtes, de ce qu'on dit que vous êtes. La manière dont vous avez réellement construit les choses. Et la manière dont les gens pensent que vous avez construit les choses que vous avez réellement et les choses que les gens imaginent que vous devez avoir, les choses que vous n'avez pas, mais que les gens pensent que vous devez avoir. Et c'est trop grave, les réseaux ça fait peur. Il y a partage. Tu viens ici, tu viens de confier sur ton couple parce que tu as décidé de faire un podcast. Et ok, il n'y a pas de souci, vous êtes honnête, etc. Et vous essayez d'inspirer, faire en sorte que voilà, ça parle à plusieurs couples par exemple. Tu peux dire les dessous pour essayer de faire en sorte que les gens puissent connecter, comprendre là où vous voulez en venir. Il n'y a pas de problème. Mais ne laissez pas les gens s'immiscer dans votre couple comme si vous étiez 64 000 dans le couple en fait. Et je parle de ce couple-là. Cet homme-là est considéré comme le pire mari pour diverses raisons, dont le fait de minimiser tout le travail que sa femme elle fait. Il est dit vraiment que sa femme elle souffre en fait, qu'elle est considérée littéralement comme une esclave et qu'elle doit absolument bouger de là. Et donc il a été catégorisé comme le pire mari qui ait jamais existé à cause de son podcast. T'imagines? À force de partager, yapi, pas. Vous partagez trop. Mais en fait, d'un autre côté, je me dis c'est trop triste. Parce que peut-être que la personne, elle ne sait pas s'exprimer. Et aujourd'hui, elle est catégorisée comme étant un pervers narcissique. C'est partagé un petit peu. Parce que ça se trouve, c'est réellement un pervers narcissique. Et on a réellement décelé ça pour la femme d'à côté. Au final, la personne, elle peut même faire une vidéo qui dure 4 heures. Vous ne connaissez pas la personne. Vous ne connaissez pas la personne. Mais la personne aussi, elle doit savoir qu'avec les 4 heures que je partage, en fait, ça peut être retourné contre moi. Donc, c'est à moi de gérer ma bouche. Vous avez un problème dans votre couple ou même, voilà, vous vous sentez pas bien. Laissez un petit peu votre caméra, laissez un petit peu votre téléphone, hein, et allez consulter, en fait. Allez consulter dans la vraie vie. On va commencer à vous donner des conseils de couple et de peu importe en fonction de ce qui a été vu. Vous voyez? Et pas en fonction de votre réelle vie et toute l'entièreté de votre vie. Donc vous allez quitter votre mari ou vous allez commencer à faire des dingueries ou vous allez rester avec une personne alors que ça n'a pas de sens. Donc franchement, moi sur la toile, ce qui me rend vraiment le plus triste, hein, c'est vraiment de voir que les gens ne font plus cette séparation entre la réalité et le virtuel. Moi pendant longtemps même on m'a dit « Gloria, toi tu dois vivre vraiment dans un monde de bisounours !» J'ai dû côtoyer certains youtubeurs en dehors des réseaux pour comprendre à quel point ce monde-là, c'est un autre monde. Et moi, je vivais dans mon monde en fait. Donc moi, que ce soit ma personne, les choses que je partage, que j'aime, peu importe, je ne faisais pas de différence entre le virtuel et la réalité, dans le sens où je savais que c'était Internet, que je ne devais pas tout partager, etc., que je devais garder ce côté privé. Mais d'un autre côté, je me disais, pourquoi est-ce que je serais une autre personne sur les réseaux ou... Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas de séparation, mais apparemment, oui. Il y a réellement des stratégies, etc. à établir. Et oui, je comprends le côté business des réseaux, hein, mais je me dis qu'au final... c'est dans le vrai monde que je vais devoir vivre. Ils font la différence en mode, dans la vie, je suis comme ça, et sur le net, je suis comme ça. Mais en fait, non, ce que tu fais sur le net, là, ça va te suivre dans la vraie vie aussi. Et c'est trop triste que la plateforme soit devenue comme ça, parce que, comme je vous l'ai dit, quand on a commencé, c'était littéralement un cocon. Il y avait de la bienveillance. Bien sûr, il y avait quelques petits commentaires, on les appelait les haineux à l'époque, tu vois, juste, voilà, c'est des haineux en fait. Si on n'aime pas, ben, on va sur une autre chaîne, on te regarde pas, mais aujourd'hui, les gens ont besoin de dire quelque chose quand ils n'aiment pas. Ils ont besoin de mettre des commentaires négatifs, ils ont besoin de créer tout ça. Surpartager, c'est très mauvais. Peu importe les billets que vous pensez que ça va vous rapporter, mais je vous promets, vous allez échanger votre âme. Pas dans le sens pacte avec le diable et tout ça. D'ailleurs, allez regarder ma vidéo sur ça, je mettrai le i ici. Voilà, concernant les vices de l'élite et tout ça. Mais oui, je dis signer un pacte avec le diable dans le sens où vous allez perdre toute votre vie. Il y en a qui ont perdu toute leur vie avec les quelques billets qu'ils ont reçus en échange. Vous allez devoir déposer qui vous êtes, absolument tout, vos principes, vos valeurs, tout,
en échange de quelques billets. Et après, pour pouvoir faire d'autres billets, bah, vous allez commencer à penser aux dingueries, à la prochaine dinguerie que vous allez pouvoir faire. Moi, de mon côté, j'essaye de regarder de loin. Je veux rien avoir à faire avec tout ça, là. Je sais pas. Hein. Moi, ce monde-là, il me fait peur. C'est ce qui va vous faire monter dans le game. C'est ça, le secret. Si aujourd'hui, vous ne savez pas le secret du perçage, c'est ça, le secret. Rentrer dans tout ce qui est surpartage. Mais ce que ça va vous coûter. T'es pas une mean girl dans la vraie vie, mais parce que tu veux être associé à un certain groupe, des blogueurs hype, etc., tu commences par exemple à adopter certains comportements et tout ça, alors que ce n'est pas l'essence de qui tu es. Et c'est par ça que j'entends signer, par exemple, un pacte avec le diable. Puis après, il y a aussi le contraire. T'es une putain de peste, mais une peste dans la vraie vie, mais je vous promets que la vérité refait toujours surface. Qui vous êtes là, ça va se révéler. Ce qui fait réellement mal, en fait, c'est quand on vous colle quelques étiquettes alors que tout ce temps, vous étiez dans votre coin, vous étiez assis. Mais des fois, on vient essayer de vous tacler. Vous restez, vous observez depuis, mais on vient vous déranger dans votre paix. On vient penser vous déranger dans votre paix. Et pour les autres personnes, et là je pense aussi à Poupette Kenza, elle savait ce qu'elle faisait, elle savait très bien ce qu'elle échangeait, on t'a dit, on t'a prévenu, on t'a même pris ton gosse, etc. pour te donner des avertissements et toutes sortes de choses, mais toi tu continues. L'argent, la gloire, les regards et tout ça là, tu vas où avec ça? Le plus important c'est que t'aies du pain le matin, le soir, t'as un toit sous ta tête, et puis on avance en fait, tu vois, et puis on avance. C'est pour ça que j'ai parlé même de l'excès. Allez regarder ma vidéo, les vices de l'élite, il me semble que ça s'appelle. Avancez doucement, pressez pourquoi. Il y a des gens qui vont peut-être vous apprécier pour juste votre visage. Parce que ouais, ça aussi, tu vois, le beauty privilege. Tu vois, on va venir simplement pour ta beauté, tu te maquilles et puis tu rentres chez toi, tu vois, tu fermes l'écran. Il y a des gens qui vont vous apprécier peut-être pour votre franc-parler. Je pense que ça c'est moi. Ça c'est moi parce que, ouais, dans la vraie vie, je suis comme ça. Que ce soit en personne ou peu importe, j'ai un franc-parler. Je ne suis pas impoli, ok? Là, d'ailleurs, je fais une petite présentation parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont rajoutées dans le train. Mais ouais, je ne suis pas du tout impolie. J'ai quand même un franc-parler, j'ai chaque fois une opinion, etc. Et il y a des gens qui vont vous apprécier pour ça. Et il y a d'autres personnes qui vont me détester justement pour ça, tu vois. Peu importe qui vous êtes, la personnalité que vous avez, vous allez trouver vos gens. Littéralement, vous allez trouver vos gens. Donc se compromettre comme ça, ce n'est jamais bon. Parce que la vérité refait toujours surface. Il y a des gens, ils ont commencé, puis ils ont disparu. Parce qu'ils se sont dit, en fait, tout ce temps, c'était pas moi. Là, par exemple, je pense à Michelle Phan aussi. Une des plus grandes blogueuses. Vraiment les pionnières des pionnières. La beauté, la gloire, l'argent, tout. Elle a tout plaqué du jour au lendemain, elle est partie. Je pense même qu'elle est revenue. Mais des années après, tu vois. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo si ça vous a parlé. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes parce que j'ai bombardé, vraiment, j'ai pondu des vidéos ici. Allez me suivre sur Instagram et allez me donner un peu de force là-bas, ok? Et à la prochaine. Hein. À la prochaine. Bisous.